La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. 2 cycles de formations inspirants, Germe destinés aux managers et cadres dirigeants et Émergence pour les managers de proximité. Germe, c'est aussi des événements apprenants et des outils innovants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La graine inspirante initié par Germe. Vincent Le Cerf est notre invité aujourd'hui, docteur en intelligence artificielle en France. Il va nous éclairer pendant ces 20 prochaines minutes sur la définition et les bases de l'intelligence artificielle, son évolution, son apparition dans le quotidien des managers, notamment avec l'outil ChatGPT. Avec des exemples concrets, nous vous proposons de plonger dans le grand bain de la gestion de la connaissance artificielle. Ça fait plus de 60 ans que ça existe, mais aujourd'hui, l'IA a envahi toutes les facettes de notre vie, l'informatique de demain au service des managers de Germe. Vincent Le Cerf, bonjour. Bonjour. Alors je précise aussi Vincent que vous êtes un intervenant chez Germe. Alors Vincent, nous sommes face à une véritable transformation du métier de manager avec l'IA. On va donc rentrer dans le vif du sujet, Vincent. Quelle serait pour toi la définition de l'IA? Quelle base on peut donner aujourd'hui aux managers qui nous écoutent quand on parle d'intelligence artificielle? Alors, moi j'aime bien utiliser une autre signification que intelligence artificielle. Pour moi, IA, ça veut dire informatique avancée. Donc c'est les meilleurs logiciels, les meilleurs algorithmes pour simuler l'intelligence humaine. Donc si on regarde bien, derrière ce terme informatique avancée, on va avoir le mot numérique, donc c'est des outils numériques, qui avancent avec le temps. Donc la définition de l'IA change avec le temps. La définition des années 70, c'était une définition pour chercher des chemins les plus courts. C'est ce que vous avez dans vos GPS aujourd'hui. On ne considère plus ça comme de l'intelligence artificielle. On l'a vraiment de manière quotidienne. Et les algos qui permettent de retrouver les chemins les plus courts, c'est Dijkstra, ça date des années 70. C'est enseignant aujourd'hui en première année d'école d'ingénieur sans être du tout de l'intelligence artificielle. Voilà, donc sinon pour moi, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement du logiciel qui simule l'intelligence humaine, mais en fin de compte, à aucun moment, la machine va se comporter comme nous. Donc, il ne faut surtout pas projeter notre façon de penser sur la machine. Par contre, il y a plein d'IA aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, ChatGPT. C'est des IA qui sont pas parfaites. C'est écrit quand vous lancez ChatGPT, c'est attention, ChatGPT peut faire des erreurs. Vous devez contrôler les résultats. Pourquoi ? Justement pour cette notion probabiliste qui fait que la machine donne des résultats, on va dire, alors obsolètes non, mais soit incomplètes, soit, on appelle ça des hallucinations, complètement à côté de la plaque. Après, on peut peut-être aussi rappeler que l'intelligence artificielle, on l'a dit, elle est dans toutes les facettes de notre vie. Ça veut dire que quand on veut déverrouiller son téléphone portable, c'est de l'intelligence artificielle. Reconnaissance faciale. Sans que forcément on se dise « Ah tiens, c'est de l'intelligence artificielle ». Exactement. On n'a pas, encore une fois, l'idée de tout ce qu'on utilise quotidiennement avec de l'intelligence artificielle. Votre smartphone est bourré d'intelligence artificielle, que ça soit de la reconnaissance faciale, quand on utilise un outil avec un micro et qui capte votre voix et le transforme en texte, je ne sais pas s'il y en a ceux qui connaissent, dans les années 2000, on a utilisé Dragon Detect. Dragon Detect, c'était un outil pour justement récupérer votre voix. Il fallait un entraînement de 45 minutes pour reconnaître votre voix. Aujourd'hui, aucune obligation d'entraîner le logiciel sur vos voix. Ça marche très très bien. C'est juste impressionnant comment ces technologies ont évolué. En l'an 2000, j'ai fini ma thèse en 99 et j'ai vu l'évolution. Alors, 2000, 2001, 2002, ça avançait doucement, etc. Et puis tout d'un coup arrive vers 2010, une explosion des technologies, la puissance des machines qui permettent de gérer plus de données, et puis surtout ces algorithmes qui à partir de 2014 vont devenir, alors pas le quotidien de tout le monde, mais le quotidien de très grosses entreprises qui ont beaucoup de data. Est-ce que justement on doit en avoir peur alors de cette intelligence artificielle ? Alors, doit-on en avoir peur ? Non, comme vous n'avez pas peur d'un marteau. Par contre, on peut peut-être avoir peur de celui qui utilise le marteau. Donc, je pense que là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a de grandes entreprises, on les appelle les GAFA, qui vont avoir une puissance d'usage de l'intelligence artificielle que l'on maîtrise difficilement avec des lois. On a utilisé le RGPD, on a eu le AI Act qui est sorti il y a quelques semaines au niveau de l'Europe et qui permet de contrôler.
pour l'instant, on va juste encadrer l'intelligence artificielle. Je pense qu'on devrait être plus vigilant sur ceux qui l'utilisent et être plus exigeant sur les algorithmes. Je m'explique. LinkedIn, vous voyez, par exemple, c'est complètement opaque. On ne sait pas comment marche l'algorithme de LinkedIn. Dans la documentation, il expliquait que 15% de vos contacts vont recevoir le post que vous envoyez. Seulement 15%. On aimerait bien savoir comment la machine choisit les 15%. Sur quels critères ? C'est pas expliqué. Ensuite, si ces 15% réagissent, mettent des likes, mettent des commentaires, hop, ça passe à 55%. Sur quels critères ? On ne sait toujours pas. Qui va recevoir, on ne sait toujours pas. Et donc là, on peut se poser la question de comment fonctionne l'IA, et on le comprend très bien avec LinkedIn. Évidemment, on peut généraliser ça sur TikTok, Facebook et tous les réseaux sociaux qui vous fournissent de l'information, et ces informations sont très intéressantes, hein. Mais encore une fois, elles sont faites sur mesure. Chacun va avoir son flux différent, et c'est fait en fonction de notre profil. Donc c'est là où la puissance de une des usages de l'intelligence artificielle, qui est de faire des profils de l'utilisateur, du client, du collaborateur aussi, on pourrait le faire, et fournir un service adapté à ses clients. Vous connaissez très bien ça avec Netflix qui fournit la vidéo, le film que vous avez envie de voir. Comment ça fonctionne ? C'est simple. La machine connaît tous les films que vous avez aimés. En général, ceux que vous avez vus jusqu'au bout. Et puis les films que vous n'avez pas aimés, ceux qui sont arrêtés au bout de 10 minutes. Et puis on va chercher tous les gens dans le monde qui ont exactement les mêmes goûts. Ces personnes-là ont aimé ce film-là, que vous n'avez pas encore vu. Allez, hop, on vous le propose. Ça marche pareil pour Spotify, ça marche pareil pour, je sais pas moi, on pourrait Prime Video ou par exemple Amazon. Alors là, on va revenir côté manager avec des exemples concrets. Comment justement l'IA peut assister les managers dans leur quotidien ? Alors là, je vois deux facettes. La première, c'est que les managers, ils vont l'utiliser au quotidien comme tout humain, c'est-à-dire pour les aider à soit prendre des décisions, soit rédiger, on va le voir avec les outils génératifs, du texte, des images et de la vidéo. Ça peut être utilisé pour faire un discours, pour faire une synthèse, pour préparer des questions lors d'un codir. Ça peut être aussi utilisé pour, par exemple, moi ce que j'aime bien comme prompt, c'est de te poser la question... trouve-moi 10 questions sur un sujet donné dont je n'ai pas encore la réponse que le grand public se pose. Et là, tu as ChatGPT qui vous donne 10 questions. Donc, il est capable d'aller chercher. Et puis, si ça ne vous suffit pas, vous lui demandez 10 de plus. Et puis, vous pouvez demander toujours plus à ChatGPT. Il a le temps. Et c'est un des moyens les plus efficaces pour cerner un sujet. Vous pouvez, par exemple, demander aussi à ChatGPT quels sont les risques que je peux avoir dans mon domaine ou dans ma fonction, bien sûr, parce que chacun a des fonctions différentes. Et donc, vous allez lui dire, dans mon domaine précis, dans ma fonction précise, comment je peux préparer ou anticiper les risques dans les 3 ou 4 prochaines années. Alors, si vous demandez ça directement à ChatGPT, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir enrichir ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire la question qu'on va poser à ChatGPT. On fera lui demander un contexte. Donc, sûrement, il faut définir ce qu'est le domaine, définir ce qu'est l'entreprise et définir ce qu'est votre fonction. Et donner à ChatGPT le maximum d'informations pour qu'il soit capable de construire une réponse. Alors, oui, parce qu'on sait que par exemple aujourd'hui, il y a 50% de fails si on ne sait pas correctement poser une question à ChatGPT. Alors voilà, c'est ça. Alors peut-être pas 50%, mais c'est vrai que c'est assez élevé. On a beaucoup de résultats, de réponses qui sont quand même assez... pas complètement hallucinés, il y en a 10%, mais qui sont à côté de la plaque parce que vous n'avez pas mis assez d'informations. Donc savoir prompter, ça s'apprend. Est-ce qu'on peut avoir un exemple à Vincent ? Créer des prompts est quelque chose qui nécessite un certain temps d'apprentissage, mais aussi un temps de réalisation. Et c'est là où il y a toute la valeur humaine qui est intéressante. Exactement. Mais c'est là aussi où les managers sont très bons. Quand je donne des cours à des managers ou des dirigeants, donc tout le type de management, je les trouve plutôt bons. Pourquoi ? Parce que c'est quoi leur job ? C'est de poser les bonnes questions. Et puis ChatGPT faisant des erreurs, il faut aussi être capable de lire les réponses. Donc il faut être un expert de la réponse de la question. En clair, ChatGPT ne s'adresse qu'à des gens qui sont compétents. Ça ne s'adresse pas à des débutants.
ChatGPT, c'est un outil qui catalyse l'intelligence. C'est-à-dire que si vous êtes très compétent dans un domaine, naturellement, il va vous aider à aller plus loin dans ce domaine. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'en général, les managers ont des spécialités, ont des domaines bien précis, ils connaissent très très bien leur job, donc ils sont capables de poser la bonne question à ChatGPT, donc question où je vais donner le rôle, l'objectif, le contexte et même la cible à qui je voudrais poser cette question, parce que si on génère du texte, on a bien une cible. Donc bien mettre ça en place, j'appelle ça le ROC. ROC pour R, rôle, O pour objectif, et C pour contexte ou cible. Ou les deux. Et donc là, à partir de là, si vous avez ça en tête, le prompt est facile à écrire. Mais ça ne suffit pas. Il y a des prompts qui sont plus compliqués, par exemple, des prompts où vous allez pouvoir les réutiliser. Ce n'est pas un prompt qu'on fait qu'une fois, mais qu'on va pouvoir réutiliser plusieurs fois parce qu'on va mettre des variables à l'intérieur. Et on va pouvoir, de cette manière-là, commencer à automatiser des process d'entreprise. Et c'est là où le manager peut commencer à avoir un grand intérêt à ces outils-là. C'est-à-dire qu'avec les collaborateurs avec lesquels il travaille, commencer à automatiser un certain nombre de productions de documents au cœur des différents services. Là, on aborde aussi un sujet qui à mon avis, est un sujet d'avenir. Aujourd'hui, le prompt est là pour générer un document. Vous répondez à un mail, vous faites un document d'analyse, vous faites un rapport d'activité. Voilà. C'est vraiment le résultat, c'est un document. Mais demain, et on commence déjà à avoir ça, ChatGPT, ce n'est qu'une brique. C'est une brique logicielle qu'on intégrera dans des process, no code ou code, c'est-à-dire avec des codes informatiques, où on va demander à la machine de transcrire ou de répondre à des mails presque de manière automatique. L'humain restera à la fin pour valider les mails, c'est-à-dire que la machine va nous générer tous les mails. C'est déjà le cas dans Outlook aujourd'hui. Outlook avec Copilot, c'est le chat GPT de Microsoft, il vous propose un ensemble de résultats et vous avez la possibilité juste de valider les mails. Et ça marche très très bien. Donc je deviens un petit peu le robot de mon robot en fait. Non, vous êtes l'intelligence de votre robot. En clair, la machine le fait sans intelligence, elle génère sans comprendre de quoi on parle et elle a besoin de notre validation pour pouvoir le générer. Je vais faire un petit aparté qui est important. Dans les médias, on dit toujours « oui, ça a été généré par ChatGPT ». Non. Ça n'a jamais été généré par ChatGPT. C'est un humain qui a posé une question à ChatGPT, qui l'a utilisé comme outil et qui a validé la réponse. Donc l'humain, à tous les moments, que ce soit au début pour poser la question, valider les différentes étapes de la conversation et à la fin pour le résultat, l'humain est nécessaire à chaque fois. Donc devenir IA compatible, ça ne veut pas forcément dire posséder des prérequis techniques. Alors, dans l'usage, non. C'est comme un marteau, vous n'êtes pas obligé de savoir comment construire un marteau. Vous pouvez tout simplement apprendre à utiliser ChatGPT, ça veut dire apprendre à poser les bons prompts, à bien les rédiger. Alors j'insiste un petit peu là-dessus parce que souvent il y a des gens qui sont déçus, ils commencent par utiliser ChatGPT, ils vont parler comme à Google et puis ils regardent le résultat et disent ah bah c'est faux. Donc quel est l'intérêt par rapport à Google? Ce ne sont pas des produits du tout similaires, c'est deux produits différents. Il y en a un, il ne donne pas de réponse, Google ne donne pas de réponse, il donne des liens vers des sites où il y a des réponses. Google n'a jamais généré une réponse, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc il va vous donner des sites, vous allez pouvoir être obligé de les parcourir pour trouver ce que vous cherchez. De l'autre côté, on a un outil qui rédige. Donc ChatGPT, c'est un générateur de texte. Entre parenthèses, c'est aussi un générateur d'images, il ne fait pas que du texte. Mais bon, ça, on va axer sur le texte parce que la connaissance aujourd'hui, elle est structurée dans les textes. Toute notre connaissance de notre civilisation, on va dire mondiale, depuis 6000 ans, et c'est du texte, c'est essentiellement du texte. Donc là, aujourd'hui, ce texte, il va être généré par la machine. La machine, elle le fait de manière automatique. Alors comment ça fonctionne? Je peux vous expliquer rapidement. Là, aujourd'hui à Nantes, il fait beau et le ciel est bleu. Voilà, statistiquement, c'est bleu, le mot qui est le plus probable par rapport à quand je vous dis qu'il fait bleu. Par contre, si je vous dis, on est sur la plage, le ciel est à ras de l'horizon, c'est le soir, il y a des oiseaux, on est bien, et tout va bien, etc. Et le ciel est... Et là, il va trouver plein de textes différents. Il dira peut-être écarlate, rougeâtre, ou en tout cas des ciels qui sont associés. Plus je mettrai de contexte, plus je mettrai d'informations, plus il sera capable de donner le bon résultat. En tout cas, qui pourrait nous correspondre à ce qu'on cherche. Donc, si je cherche une définition d'intelligence artificielle, je ne dis pas donne-moi la définition d'intelligence artificielle. Il faut que je sois extrêmement précise.
Oui. En tant que docteur en intelligence artificielle, donne à un novice, par exemple, parce qu'il faut aussi marquer qui est sa cible, qui est son public. Oui. Alors là, on se retrouve dans une situation que si un novice peut demander à la machine de définir l'intelligence artificielle, on risque d'avoir la difficulté de savoir si le résultat est juste. Je vous rappelle, on n'utilise que l'IA que si on est capable de valider la réponse. Donc de maîtriser le sujet. Tout à fait. Si je demande à ChatGPT de générer du russe, il va générer du russe. Pas de problème. Mais moi, je ne parle pas russe. Donc il n'est pas question d'envoyer le texte. Mais par contre, je parle à peu près anglais, j'arrive à peu près à le lire, mais je l'écris très très mal. Alors à ChatGPT, je ne lui demande pas de traduire parce que ça n'a aucun sens. Je lui demande de générer. Il a l'habitude. Il parlait des Américains, il parlait des Anglais, il sait très bien parler anglais. Donc je lui demande de générer un texte, et moi, je n'ai plus qu'à valider derrière si ça correspond bien les propos que j'ai demandé. Donc les propos, je les écris en français, je lui demande de rédiger le texte, ensuite je valide parce que je sais à peu près lire l'anglais. Et évidemment, là, j'économise beaucoup de temps, puisque avant, je mettais 1h30 à pondre des lignes, où là, maintenant, en 10 minutes, c'est fait. Donc voilà. On a compris maintenant grâce à toi que ChatGPT, ça va nous servir surtout à automatiser des tâches, à générer du texte, peut-être aussi dans la gestion des projets ou alors dans l'optimisation d'une proposition pour un client en fonction du prompt. Oui, alors là on est sur un usage encore de génération de documents sur mesure en fonction du client. Alors se pose un petit problème. C'est-à-dire que ChatGPT, vous avez un compte, ça coûte $20, c'est chez Microsoft, enfin c'est OpenAI, c'est la boîte, mais 49% d'OpenAI appartient à Microsoft. Et donc les comptes que vous avez, les comptes ChatGPT, sont des comptes Azure, des comptes Microsoft. Certes, ils sont sécurisés, mais ça reste que la donnée que vous envoyez est quand même une donnée personnelle. Ça peut être une donnée même confidentielle, et il faut donc faire attention au type de données qu'on transmet. Alors c'était justement ma prochaine question, parce que j'allais te demander, Vincent, à force de trop converser avec ChatGPT quand je suis un manager, je vais aussi donner donc beaucoup d'informations confidentielles sans vraiment savoir où justement partent ces informations. Donc alors, où en sommes-nous avec la cybersécurité ? Alors avec la cybersécurité, ça c'est un sujet qui est vaste, mais aujourd'hui, ça va sur un compte Azure. Si vous avez confiance en Microsoft, gardez cette confiance-là. Ou alors, vous commencez à vous dire, je vais peut-être un petit peu attendre que le ChatGPT, je puisse l'installer directement chez moi, dans mon entreprise. Donc là, on commence à avoir les premiers outils d'IA générative textuelle comme Llama 3, développé par Meta, qui est de l'open source, ou Mistral AI, qui est développé par une boîte française, qui va aussi être en open source, que vous pouvez intégrer dans vos machines, dans vos entreprises. Pour l'instant, il faut avoir un petit niveau en informatique. Je pense que quelqu'un qui a un bac+1, bac+2 pourrait très facilement mettre ça en place déjà dans l'entreprise. Mais si vous êtes un petit peu... vous êtes prêt à attendre un tout petit peu, vous allez avoir des outils clés en main qui vont vous installer ça sur votre machine. Ça veut dire quoi, être en entreprise ? Ça veut dire que vous pouvez le déconnecter d'Internet, vous pouvez parler à ChatGPT et pouvoir avoir un retour. Alors ça ne sera pas ChatGPT, ce sera sûrement un concurrent, mais vous inquiétez pas, il va y avoir beaucoup de concurrents sur ce sujet-là, vu le résultat et surtout la réussite de cette boîte-là. Est-ce que je dois avoir peur, moi, en tant que manager, demain, de voir justement mon job s'effacer ? Alors, non, vous n'avez aucune raison d'avoir peur pour une raison simple, c'est que le job de manager, c'est un job, j'appelle ça le job à recherche d'éléphants roses. En fait, il y a des choses que la machine sera incapable de détecter, incapable d'analyser. C'est justement les éléphants roses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont rares, donc on n'a pas assez de données pour apprendre à la machine à reconnaître un éléphant rose. Dans un partie, par exemple, le recrutement, c'est tout simplement... quand vous cherchez quelqu'un que vous voulez le recruter, en général, vous ne cherchez pas quelqu'un de moyen. Vous cherchez quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, la base de données des gens exceptionnels, ça n'existe pas. Par définition, puisque c'est une exception. Et donc, l'IA est incapable de la trouver. Au cœur de LinkedIn, l'IA va peut-être vous chercher plutôt des profils moyennés. Alors, il y a un très bel exemple que j'aime bien raconter. C'est un chef d'entreprise qui récupère 100 000 profils. Donc vraiment 100 000 profils de personnes qui pourraient entrer dans son entreprise, qui demande à son directeur informatique, dit est-ce que c'est dans ces 100 000 profils, qui pourrait venir dans l'entreprise ? Sans poste précis, c'est juste qui pourrait venir dans l'entreprise. L'informaticien dit c'est facile, on est 2000 ici. Je vais faire apprendre à l'IA à reconnaître les 2000 profils qui se trouvent déjà dans l'entreprise, ils sont déjà dedans. Donc là, on a fait entraîner l'IA là-dessus, et puis après, on va le projeter sur les 100 000. Et il nous trouve des personnes qui peuvent entrer en entreprise, mais dans la moyenne de l'entreprise. Aucune personne n'est à recruter. C'est des gens moyens. Personne ne veut recruter des gens moyens. Vous êtes toujours de l'exception. Donc, on va dire le métier de chasseur de tête demain,
en 2040 existera encore. C'est un métier, justement, de recherche d'éléphants roses. C'est un métier où on ne va jamais trouver autre chose que l'exception. Voyez, donc c'est facile de commencer à regarder les différents métiers, de se dire, c'est quoi l'éléphant rose là ? C'est quoi l'éléphant rose ? Parce que en regardant les différents profils d'aujourd'hui, je suis capable de vous dire ceux qui existeront encore dans 10 ans, ceux qui vont se faire fortement accompagner par l'IA dans 10 ans, et ceux qui n'auront totalement pas d'IA dedans. Évidemment, le manager, vous l'avez bien compris, lui, il va gérer les éléphants roses de son entreprise, il va les chasser, il va les élever, et il va en faire aussi de la valeur de ces éléphants roses, c'est-à-dire cette capacité à gérer l'exception au quotidien. En revanche, ça veut dire que le métier de manager va évoluer. Alors, il va évoluer parce que justement, on a des outils, en tout cas, leurs collaborateurs vont beaucoup utiliser ces outils-là, des outils de production, des outils d'analyse, des outils de recommandation, comme je l'ai vu montrer tout à l'heure avec Amazon, par exemple. Donc, l'IA, c'est très très rare, va remplacer un job complètement. C'est plus, va accompagner quelqu'un de compétent. La bonne nouvelle, c'est que l'IA va pas remplacer personne. C'est les gens qui utilisent l'IA qui vont vous remplacer. Donc on est vraiment d'accord que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Les gens commencent à se former à l'intelligence artificielle de plus en plus. Il n'y a pas d'âge. On peut se former à n'importe quel âge. Je dirais même que pour ChatGPT, les gens qui ont 40, 50, 60 ans sont plus à l'aise que les jeunes. La raison est simple. Ils ont plus d'expérience. La connaissance, oui. Ils ont la connaissance, ils ont l'expertise qui leur permet de formuler mieux la question. Par contre, ChatGPT montre très bien que le truc le plus important pour savoir bien rédiger en ChatGPT, c'est être intelligent et avoir énormément de connaissances. Donc plus vous êtes cultivé, plus vous connaissez l'entreprise, donc je parle de culture d'entreprise, plus vous avez des compétences, plus vous allez pouvoir vous éclater avec ChatGPT. Donc les managers doivent comprendre ChatGPT, avoir la connaissance et pour aussi acculturer leurs propres équipes. Alors, tout à fait. Donc là, c'est très difficile de former tout le monde. Donc je réfléchis toujours à me dire comment je peux former beaucoup de personnes. Je suis tout seul. Donc je me suis dit, on va essayer de faire du ruissellement. On va former les managers. Et puis naturellement, les managers vont parler à leurs équipes. Et puis petit à petit, on va former tout le monde. Donc ceux qui nous écoutent et qui avaient encore un doute sur se mettre ou non donc à l'intelligence artificielle, donc à ChatGPT, là c'est sans équivoque. Alors ChatGPT ou Copilot ou un outil comme ça, en tout cas, il est urgent de s'intéresser à un générateur, exactement, à une IA générative qui va permettre de vous accompagner pour construire dans un premier temps les documents et ensuite on va faire des process génératifs au cœur des entreprises. Vincent Le Cerf, il y a Amit Ray, qui est donc un éminent scientifique en intelligence artificielle, qui a dit « L'émergence croissante de l'IA dans notre monde nécessite une augmentation parallèle de l'intelligence émotionnelle dans notre leadership. » Donc moi, je me pose une question, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de mélanger intelligence artificielle avec émotion dans le leadership ? Alors là, c'est très intéressant cette phrase. Je la découvre. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que plus on mettra de numérique dans notre vie, plus la partie intelligence et émotionnelle, collective, tous les types d'intelligence qui existent sur cette planète vont prendre de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que la machine en est, encore une fois, totalement dépourvue. La machine, elle fait que ce qu'on lui demande de faire. Et donc, elle réalise que des actes qui ont déjà été programmés à l'avance. Même si on l'influence avec notre texte, avec notre demande, le logiciel a déjà été construit avant qu'on ait le résultat. Vincent Le Cerf, quel serait votre unique conseil pour terminer ce podcast à destination des managers, s'il y avait un conseil à retenir ? Essayez d'imaginer comment la connaissance qui va être utile, qui va être générée ces outils-là, vous allez l'organiser dans l'entreprise. Une des grandes valeurs de l'entreprise de demain, c'est d'organiser cette connaissance, ce qu'on appelle la capitalisation, c'est-à-dire que les personnes qui sont présentes ont des expériences, des expertises et puis des retours sur expérience que vous allez pouvoir garder, mettre au sein de ce qu'on appelle le knowledge management, la gestion de la connaissance, et ça va devenir une des valeurs de l'entreprise de demain. Merci beaucoup Vincent Le Cerf d'avoir été donc notre invité aujourd'hui dans ce podcast Germe. Merci. Pour conclure ce podcast, on peut se rappeler la définition de l'intelligence artificielle selon Vincent Le Cerf. Pour lui, c'est une informatique avancée qui simule l'intelligence humaine. Il est impératif, selon Vincent Le Cerf, d'organiser les connaissances comme du capital. Plus nous allons maîtriser les nouvelles technologies et plus nous aurons enfin du temps à notre disposition. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.
Conjuguez performance économique et progrès humain avec Germe, le réseau de progrès des managers. Restez à l'écoute. À très vite pour un nouvel épisode de La Graine Inspirante, un podcast proposé par Germe. Est-ce que je dois avoir peur, moi, en tant que manager, demain, de voir justement mon job s'effacer ? Alors, non, vous n'avez aucune raison d'avoir peur pour une raison simple, c'est que le job de manager, c'est un job, j'appelle ça le job à recherche d'éléphants roses. En fin de compte, il y a des choses que la machine sera incapable de détecter, incapable d'analyser. C'est justement les éléphants roses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont rares, donc on n'a pas assez de données pour apprendre à la machine à reconnaître un éléphant rose. Parce que l'éléphant rose peut être confondu avec d'autres animaux, comme les cochons ou d'autres choses comme ça. Parce que y a des biais cognitifs qui fait que nous, on a du mal à expliquer ce que c'est un éléphant rose. Bon, bref, ça, la machine, elle saura jamais le faire. Et à partir de là, il y a des parties du monde, par exemple tout ce qui est relations humaines, là la machine ne peut pas faire grand chose, tout ce qui est basé sur l'erreur, voilà, des choses qui apparaissent régulièrement, des exceptions, etc. La machine ne sait pas le gérer parce qu'elle n'a pas d'exemple pour le gérer. Je vous donne un exemple. Le matin, vous arrivez, vous avez un emploi du temps hyper bien détaillé et votre journée se passe exactement comme dans l'emploi du temps. Il y a de fortes chances que vous allez vous faire accompagner par l'intelligence artificielle d'ici 2-3 ans, parce que à toutes ces étapes qui ont été définies à l'avance, il y a sûrement des solutions que l'intelligence artificielle peut vous proposer.
On recommence, on arrive le matin, cette fois-ci, pareil, emploi du temps hyper détaillé, mais vous avez un rôle de manager. En général, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Vous avez des réunions qui s'annulent, vous en rajoutez d'autres, vous résolvez des problèmes qui n'étaient pas du tout prévus, donc la machine n'a pas de solution. Et vous avez passé votre temps à gérer ce que moi j'appelle l'inconnu, le risque ou l'incertitude. Et si vous faites partie de ceux qui gèrent l'incertitude, alors la machine, elle ne peut rien faire pour vous. Et encore une fois, c'est pas juste l'IA d'aujourd'hui, c'est l'IA de demain. L'IA d'aujourd'hui est basée sur des données qui ont été entrées à l'avance. Et là, il faut bien être conscient que aucune IA n'avait prévu le Covid. On n'avait pas les données pour prévoir le Covid. Et évidemment, on va dire, l'IA, c'est pas très très puissant, puisqu'il fait une espèce de perroquet stochastique, c'est-à-dire un perroquet probabiliste, et qui va répéter ce que la machine ou ce que l'homme lui a déjà donné à l'avance. C'est vrai. C'est exactement ça. Alors, par contre, en revanche, ça veut dire que le métier de manager va évoluer. Alors, il va évoluer parce que justement, on a des outils, en tout cas, leurs collaborateurs vont beaucoup utiliser ces outils-là, des outils de production, des outils d'analyse, des outils de recommandation, comme je l'ai vu montrer tout à l'heure avec Amazon, par exemple. Là, on a les meilleurs résultats aujourd'hui, c'est plus en l'analyse. C'est-à-dire que je donne en amont des images, et je suis capable de reconnaître ce qu'il y a sur ces images. Par exemple, en imagerie médicale, on est capable de reconnaître des cancers avec à peu près 2-3 mois à l'avance par rapport à l'humain. Bon, déjà, on n'a pas de chance, nous les humains, on ne voit pas trop bien les dégradés. Donc un bon radiologue, il voit 15 niveaux de gris, là où la machine, on voit 150. Donc déjà, on n'est pas à égalité. Mais la radiologie, ça fait déjà un petit moment où ça se démocratise. Mon dentiste, il a un outil de radiologie. Les kinés commencent à avoir des outils de radiologie. Donc ça se démocratise. Ça ne veut pas dire que les radiologues ne vont pas continuer à exercer demain. Si, ils vont continuer, mais dans des cas où il y a besoin de la relation humaine. Donc dès qu'il faut injecter des produits, dès qu'il faut faire des radios un petit peu invasives, il faut être dans le corps, bien sûr, ces radiologues vont garder leur job. Donc l'IA, c'est très très rare, va remplacer un job complètement. C'est plus, va accompagner quelqu'un de compétent. La bonne nouvelle, c'est que l'IA va remplacer personne. C'est les gens qui utilisent l'IA qui vont vous remplacer. Donc on est vraiment d'accord que c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Les gens commencent à se former à l'intelligence artificielle de plus en plus. Il n'y a pas d'âge. On peut se former à n'importe quel âge. Je dirais même que pour ChatGPT, les gens qui ont 40, 50, 60 ans sont plus à l'aise que les jeunes. La raison est simple. Ils ont plus d'expérience. La connaissance, oui. Ils ont la connaissance, ils ont l'expertise qui leur permet de formuler mieux la question. Le petit jeune qui arrive au début en entreprise et qui ne connaît pas l'entreprise est incapable de formuler une question où ChatGPT peut répondre. Donc voilà, là il est très important de comprendre que alors qu'on associe toujours informatique à la jeunesse, ce qui est déjà quelque chose de faux. Oui, je le dis parce que mon directeur de thèse est décédé il y a pas si longtemps, il y a quelques années, et quelques mois avant qu'il décède, il codait encore. Donc vous voyez, il n'y a pas de limite dans l'art de produire du logiciel. Par contre, ChatGPT montre très bien que le truc le plus important pour savoir bien rédiger en ChatGPT, c'est être intelligent et avoir énormément de connaissances. Donc plus vous êtes cultivé, plus vous connaissez l'entreprise, donc je parle de culture d'entreprise, plus vous avez des compétences, plus vous allez pouvoir vous éclater avec ChatGPT. Donc les managers doivent comprendre ChatGPT, avoir la connaissance et pour aussi acculturer leurs propres équipes. Alors tout à fait. Donc là c'est très difficile de former tout le monde. Donc je réfléchis toujours à me dire comment je peux former beaucoup de personnes. Je suis tout seul. Donc je me suis dit on va essayer de faire du ruissellement. On va former les managers et puis naturellement les managers vont parler à leurs équipes et puis petit à petit on va former tout le monde. Mais les collaborateurs n'ont pas attendu. En entreprise aujourd'hui, les collaborateurs ont déjà utilisé l'outil ChatGPT. Certains dirigeants m'ont dit, en faisant un petit peu statistique dans leur boîte, les directeurs aussi m'ont dit que ce type de situation, font leurs statistiques et ils voient que il y a déjà presque 50% dans certaines boîtes, je parle du marketing, du commerce, qui utilisent ChatGPT de manière courante tous les jours. C'est la première fois que c'est rare qu'une technologie passe par le bas, en bottom, et monte vers le management. C'est-à-dire que là, l'outil est déjà connu par ceux qui sont les premiers à l'utiliser. Ils n'osent pas trop en parler
Pourquoi ? Parce que les médias ont dit c'est dangereux, il y a des problèmes de données personnelles, blablabla. Donc tout ce qui est un petit peu anxiogène par rapport à l'usage de l'outil. Mais si le manager est porteur de l'outil, automatiquement tout le monde l'accueille avec plaisir, quoi. Donc c'est vrai que je vous rappelle que les premiers aussi à l'utiliser, ce ne sont pas les bonnes personnes. C'est-à-dire c'est les jeunes qui ont 14-15 ans qui l'utilisent pour répondre aux questionnements des professeurs. Mais ceux qui devraient l'utiliser en premier, c'est les managers de l'école, c'est-à-dire les professeurs. Eux, ils devraient l'utiliser. C'est un outil, mais un cadeau qu'on leur fait aux professeurs. S'ils ne le comprennent pas, ou je me dis, il faut qu'ils s'y mettent. Et s'ils s'y mettent pas, je vois pas leur rôle dans l'éducation de demain. En tout cas, ils ne sont pas un rôle de représentant du monde d'aujourd'hui, quoi. Réellement, c'est génial. J'adresse à ceux qui font un peu de formation. Évidemment, aux entreprises qui font de la formation, utilisez ChatGPT, c'est super. Vous pouvez créer des exercices, vous pouvez faire des corrections automatiques, vous pouvez... non, mais c'est juste un outil extraordinaire pour améliorer vos cours, les rendre plus sympas, avec plein de projections différentes. Moi, honnêtement, dans le métier de formation, je donne des cours en école d'ingénieur, j'ai changé totalement ma façon de faire des cours. J'ai même donné à mes élèves la manière de prompter ChatGPT pour les aider à résoudre des exercices, pour qu'ils aillent plus loin. Et le retour, on l'a vu au mois de juin, ils ont eu presque les meilleures notes que je donne depuis 10 ans dans cette école, mais surtout, ce qui est plus important que tout, c'est que les élèves m'ont dit c'est un super outil pour interroger. Autant en classe, on pose une ou deux questions, on n'ose pas trop poser des questions. ChatGPT, vous pouvez poser 20 fois la même question, il ne s'ennuie pas du tout, et en plus, il va vous répondre 20 fois de manière différente. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu, Vincent, aussi sur la législation qui entoure justement ChatGPT ? Alors là, pour l'instant, c'est comme toute législation autour de l'informatique, ils ont toujours 10 ans de retard. On l'a vu avec le téléchargement illégal. Ils ont mis 10 ans à construire des outils pour le téléchargement illégal. Et puis au moment où ils ont commencé à mettre Adopi, tout le monde était passé sur les plateformes payantes. Donc voilà, c'est un très bon exemple. Mais des exemples comme ça, je peux les multiplier sur les textes européens ou sur les cookies, où on prend comme exemple de navigateur Netscape. Je veux dire, je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas Netscape. Ça date de 93. Et c'est ça qu'ils ont trouvé comme représentant d'un navigateur au lieu de Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer. Ils ont choisi un navigateur qui n'existe plus. Quand ça passe au niveau d'une loi européenne, on est un peu la risée de l'Europe, du monde carrément, en informatique. Donc oui, les lois, un petit peu de retard. Alors, quelquefois, on leur reproche d'être un peu trop en avance. Le AI Act arrive avant que les produits arrivent. Donc une espèce de... on prévoit. Mais en prévoyant, on empêche aussi. Donc on empêche les startups aussi européennes de développer peut-être au mieux leurs produits, et ça risque de les faire fuir aussi. Donc attention à ce que les lois ne soient pas à l'inverse de ce qu'on imagine, c'est-à-dire au lieu de protéger, c'est d'empêcher l'innovation. On est dans des domaines où une forte innovation. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de retard ? On a dit que ça faisait plus de 60 ans que l'IA avait envahi notre quotidien. Ça c'est une très bonne question. Si vous l'avez dit tout à l'heure, l'IA change avec le temps. C'est-à-dire que l'IA qu'on faisait dans les 70, c'est pas le même qu'en 80, donc la législation change au fur et à mesure. IA informatique avancée montre bien cette problématique-là. Là, aujourd'hui, pour faire du top de l'IA, il faut un bac+8, il faut quelqu'un qui a fait une thèse, en clair, un docteur. On peut trouver aussi des ingénieurs en IA, ça commence à arriver, donc le bac+5. Demain, dans 4-5 ans, on aura des techniciens de l'IA. C'est-à-dire ce qu'on apprend aux ingénieurs aujourd'hui, on va l'apprendre aux techniciens dans 3-4 ans. Ça a toujours été le cas. Les smartphones, quand ils sont arrivés, en 2008, il fallait plutôt avoir des super connaissances pour savoir faire une application sur smartphone. Aujourd'hui, un petit jeune qui sort du bac, il a des outils pour faire des petites web applications qui peuvent être sur un smartphone. Donc ça se démocratise. L'informatique, c'est un éternel avancé, et ça avance, et ça avance. Il faut suivre. C'est bien le problème. C'est que si vous ne formez pas les gens qui font de l'informatique, alors moi je dis toujours, il faut former 2 mois par an en moyenne. C'est-à-dire que s'ils ne se forment pas pendant 2 mois, ils régressent. C'est pour ça que quand ils ont 35 ans, on commence à leur dire vous êtes des seniors. C'est parce qu'ils n'ont pas pu suivre l'évolution de l'informatique. Alors maintenant, avec l'informatique omniprésente sur tous les postes de travail, on va un petit peu accélérer l'évolution des métiers. Et donc ce qu'on a comme problématique en informatique où la formation doit être continue, 2 mois par an, c'est de la continuité tout le temps. C'est pas 2 mois un bloc de 2 mois, c'est sur toute l'année. Ça veut dire qu'il va falloir penser à comment je mets à jour les connaissances de mes collaborateurs qui utilisent ChatGPT. Mais ChatGPT évolue. J'ai gardé tous mes prompts, j'en ai gardé un certain nombre. Ceux que j'avais en février 2023,
ne sont pas du tout les mêmes qu'en septembre 2023 et ne sont pas du tout les mêmes qu'en janvier 2024. Je regarde mes prompts, je dis pourquoi ce prompt-là que je fais en janvier 2024, j'ai pas eu l'idée de le faire en février 2023. Pourquoi j'ai changé ma façon de prompter? Parce que les outils ont changé. Parce que ChatGPT ne fonctionne plus de la même manière. Et donc je me suis adapté à l'évolution de la machine, l'évolution de l'algorithme de la machine. Donc on va copiloter ça pour les managers surtout, ils vont copiloter l'entreprise avec des outils comme l'IA générative, mais on va faire aussi coévoluer les humains avec ces outils-là. Donc il va falloir mettre en place des formations qui mettent à jour les connaissances des collaborateurs au rythme de l'évolution de ChatGPT. Si vous voulez savoir le rythme, c'est une fois tous les 6 mois. Donc ça va à un rythme assez rapide. Bon, pour l'instant, il y a des grands sauts qualitatifs dans l'IA parce qu'on est en pleine progression, mais ça va petit à petit, on va dire, se ralentir. Mais on a une deuxième étape qui arrive derrière, c'est-à-dire on va pouvoir générer du texte, mais aussi du texte structuré, des arborescences, des tableaux. On va pouvoir générer du code, hein, ça marche très très bien, ça, au niveau de code informatique, tous ceux qui font un peu de code logiciel, je vous invite vraiment à regarder un outil qui s'appelle Copilot pour GitHub, un outil extraordinaire dans la génération de code. On va pouvoir générer des images, du son, de la voix, de la vidéo. Vous prenez un outil comme HeyGen aujourd'hui, il est capable de faire un avatar de vous. Vous filmez devant votre caméra, il vous reconnaît et ensuite vous avez un clone de vous qui peut parler comme vous. Parce que vous pouvez en plus lui envoyer votre voix pour qu'il parle exactement de la même manière. Donc ceux qui nous écoutent et qui avaient encore un doute sur se mettre ou non donc à l'intelligence artificielle, donc à ChatGPT, là c'est sans équivoque. Alors ChatGPT ou Copilot ou un outil comme ça, en tout cas, il est urgent de s'intéresser à un générateur, exactement, à une IA générative qui va permettre de vous accompagner pour construire dans un premier temps les documents et ensuite on va faire des process génératifs au cœur des entreprises. Vincent Le Cerf, il y a Amit Ray, qui est donc un éminent scientifique en intelligence artificielle, qui a dit « L'émergence croissante de l'IA dans notre monde nécessite une augmentation parallèle de l'intelligence émotionnelle dans notre leadership. » Donc moi, je me pose une question, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de mélanger intelligence artificielle avec émotion dans le leadership? Alors là, c'est très intéressant cette phrase. Je la découvre. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que plus on mettra de numérique dans notre vie, plus la partie intelligence émotionnelle, collective, tous les types d'intelligence qui existent sur cette planète vont prendre de l'ampleur. Pourquoi ? Parce que la machine en est, encore une fois, totalement dépourvue. Hein, la machine, elle fait que ce qu'on lui demande de faire. Et donc, elle réalise que des actes qui ont déjà été programmés à l'avance. Même si on l'influence avec notre texte, avec notre demande, le logiciel a déjà été construit avant qu'on ait le résultat. Et évidemment, plus on va sous-traiter à la machine la routine de notre vie, plus nous allons nous occuper de ce que la machine ne sait pas faire, c'est-à-dire l'exception. Alors je dis toujours, à force de gérer des exceptions, on va avoir des vies exceptionnelles. Mais c'est assez vrai. Il y en a qui adorent la routine, hein. Mais l'humain, un de ses carburants, c'est d'apprendre. C'est de découvrir, c'est de ne pas avoir la même vie, la même journée que la journée d'avant. On a envie d'enrichir nos vies en continu. Et là, ça tombe très très bien. La machine, elle va s'occuper de la partie très routinière de nos vies. Donc ça veut dire que l'idée, c'est pas de craindre le numérique, mais plutôt de comprendre et savoir se déconnecter pour se reconnecter à soi-même en fait. Ah, j'aime bien ce mot connecter et déconnecter. Je vous invite vraiment à faire une première chose, c'est déjà de bien vous connecter. Quand vous avez des notifications qui viennent, excusez-moi le terme, vous ennuyer en continu chez vous, alors que vous êtes en pleine méditation, vous n'êtes pas bien connecté. C'est-à-dire que vous allez commencer par faire le nettoyage, comme vous le faites chez vous, de vos pièces. Vous nettoyez votre téléphone, vous nettoyez vos ordinateurs, vous nettoyez les réponses aux mails qui servent à rien, et puis vous commencez, déjà vous ferez du bien à la planète, parce que tout ça c'est quand même de l'énergie, et surtout ça va faire du bien pour vous. Votre charge mentale numérique va se réduire. Et je dis toujours, vous pouvez faire de la zénitude ou chercher un réconfort avec les autres, mais ne faites pas une fuite du numérique. Fuir le numérique, c'est peut-être la pire chose que vous pouvez faire parce que vous l'emmenez avec vous, ce numérique. Vous le fuyez, mais en réalité, vous l'avez toujours en tête. Alors que si vous êtes réconcilié avec lui et que c'est un truc super sympa, un outil qui marche très très bien, au moment où vous allez profiter de la vie, moi c'est le mercredi en général, je parle pas de mon week-end, je parle pendant mon travail, tous les mercredis après-midi, de midi à minuit,
je n'ai plus de numérique dans ma vie. C'est-à-dire je me suis remis à lire, à écrire, mais quand je dis plus de numérique, c'est plus de numérique, plus de chaînes stéréo, plus de podcasts, et ça me manque, plus de livres audio, et je suis vraiment, on va dire, déconnecté. Mais en réalité, je suis très reconnecté à moi-même. C'est suite après avoir lu un bouquin qui s'appelle Deep Work, qui est le travail en profondeur, où j'ai pris conscience qu'à force d'utiliser mon numérique continu, j'étais toujours en travail en superficie. C'est très superficiel. Vraiment, et là, je me dis, mais attends, il faut que je me libère du temps pour ça. Donc, c'est un temps de travail, mais c'est un temps de travail où je vais me balader en forêt, travailler et lire en profondeur. C'est surtout la lecture, où j'ai vraiment remis le temps qu'il me fallait pour comprendre comment ça fonctionne. Oui, la question de la reconnexion, de la déconnexion est très importante, mais je vous invite d'abord à faire le ménage numérique. C'est pas très difficile à faire. Ça nécessite de s'intéresser un peu à cet outil-là, mais après, ça va vous faire du bien au niveau de votre charge mentale. Alors, bien apprendre à gérer l'outil pour se libérer du temps. Pour se libérer du temps. Et ça va libérer du temps, mais ça va vous libérer aussi votre tête. C'est-à-dire, c'est vraiment une respiration que vous allez avoir. Et j'aime bien la citation que tu as donnée, parce que elle mêle cette intelligence artificielle, ce numérique continu, à l'émotion que ça peut nous libérer, parce que justement, on n'est pas là en train de se rendre malade. Je fais une petite remarque importante. D'après un expert qui est... Non, je sais pas, je vais pas le citer. Je recommence. D'après... si je pourrais les citer, non. D'après quelqu'un qui travaille dans la santé sur le burn-out, on estime qu'un burn-out sur 3 aujourd'hui en France est lié au numérique. Donc ça veut dire qu'il y a un stress lié au numérique. On met des logiciels dont les gens n'ont pas été formés à utiliser. Au moment où vous avez un document à livrer, paf, une mise à jour, gros stress parce que l'interface a changé, etc., etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème de santé publique d'aller s'occuper de cette charge mentale numérique et d'en tenir compte. Voilà. Bon, après, l'IA, est-ce que ça va accélérer ou pas ? L'IA est très très facile d'accès, quoi. Je veux dire, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé ChatGPT, ce n'est qu'une boîte de saisie. Vous mettez du texte dedans et vous appuyez sur un bouton. Voilà, j'ai terminé la présentation de ChatGPT. Vous ne mettez pas plus simple comme interface. Après, il faut savoir quoi mettre dedans. C'est pas très difficile. Mais ça s'apprend. Et ça s'apprend facilement. Je veux dire, c'est pas 4 jours de formation. C'est une journée, et même une demi-journée à la limite, et puis après de la pratique. Bon, il faut intégrer cette pratique au cœur de votre travail. Oui, au début, ça va prendre un petit peu plus de temps que si vous aviez écrit le mail à la main. Mais à la fin, vous avez une automatisation de la génération des mails. C'est quand même très confortable. Vincent Le Cerf, quel serait votre unique conseil pour terminer ce podcast à destination des managers, s'il y avait un conseil à retenir? C'est dur, hein? Un seul, c'est dur. Alors, je pourrais répéter ce qu'on a déjà dit d'utiliser ChatGPT, mais non, je ne vais pas dire ça, parce que là, je l'ai déjà dit. J'ai envie de dire... essayez d'imaginer comment la connaissance qui va être utile, qui va être générée ces outils-là, vous allez l'organiser dans l'entreprise. Une des grandes valeurs de l'entreprise de demain, c'est d'organiser cette connaissance, ce qu'on appelle la capitalisation, c'est-à-dire que les personnes qui sont présentes ont des expériences, des expertises et puis des retours sur expérience que vous allez pouvoir garder, mettre au sein de ce qu'on appelle le knowledge management, la gestion de la connaissance, et ça va devenir une des valeurs de l'entreprise de demain. Au même titre que le capital de la boîte, on va avoir besoin de connaître la connaissance de l'entreprise et on l'achètera. On voit même, alors ça c'est une extension de GPT, ce qu'on appelle les GPTS, les GPT spécialisés. On va pouvoir créer son propre chat GPT et on va pouvoir commercialiser l'accès à ce GPTS. Donc on pourra faire presque un consultant virtuel des connaissances de votre entreprise. Alors vous pouvez le faire en local dans une entreprise, c'est super cool pour avoir une FAQ avec une gestion de toutes les questions qu'on peut se poser. FAQ, c'est les questions les plus fréquentes. D'accord, les questions-réponses, comme on dit en français, et qui nous permettent de trouver, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas le métier, des réponses rapides et des solutions rapides. Cette notion de gestion de la connaissance, pour moi, c'est le sujet de demain.
Il y a des boîtes qui ont déjà ça, des très grosses boîtes comme Airbus où chaque vis de chaque avion a une fiche technique où tout est bien étiqueté, on a la traçabilité de chaque objet, etc., etc. Mais là, on est même plus loin que la notion de produit, mais plus dans la notion de gestion des produits, de l'utilisation des produits, jusqu'à l'expertise au cœur des différents services. Ça va résoudre un énorme problème qui est le turnover. Évidemment, si on arrive à capturer la connaissance de chacun, le turnover, c'est pas que ça va le réduire, c'est qu'on va pouvoir facilement le gérer en utilisant ces outils de gestion de la connaissance. La connaissance. Pourquoi je suis presque sûr que ça va être le sujet numéro 1 de 2024-2025 ? C'est parce que ChatGPT aujourd'hui a la capacité d'analyser des documents. Aujourd'hui, je lis plus de documents. Je veux un PDF, je passe par ChatGPT en premier et je dis à ChatGPT, fais-moi un résumé. Dis-moi à quelle question répond le document. Vous voyez le prompt. À quelle question répond le document ? C'est juste magique. Je veux dire, vous pouvez même pas demander ça à un humain. C'est-à-dire, c'est là, vous avez un outil extraordinaire qui est cet outil de prompting, de pouvoir analyser les documents autant que les générer. Alors évidemment, c'est avec la version payante, mais n'empêche que ça les vaut largement, ces petits $20 par mois pour l'usage. Après, bon, on en est qu'au tout début des intelligences artificielles génératives. Hein. Mais ça, c'est incroyable pour un manager. Il gagne du temps, il est efficace. Cette capacité à interroger le contenu d'un document, c'est vraiment magique en fin de compte. C'est pas que j'ai pas envie de lire les documents, c'est que j'en ai trop. Donc à un moment donné, il faut que je sélectionne. Alors je prends le risque en effet de rater un signal faible qui était dans la page 44 d'un document de 700 pages, mais peut-être que dans la réalité, je l'aurais raté aussi. Donc je pars du principe que je travaille avec l'IA pour faire les sélections de documents, et puis je vais réserver justement le mercredi pour lire mes documents qui me paraissent de qualité et qui sont importants à travailler. Voilà. Merci beaucoup Vincent Le Cerf d'avoir été donc notre invité aujourd'hui dans ce podcast Germe. Merci. Bon. Ça va ? Tu vas du découpage là. Hein. C'est pas grave.